Je vais céder la parole et on va conclure avec le mot de la fin de Lynn Beauchamp, puis le mot de la fin de Mme Yuma Fall, qui représente aujourd'hui Michaël Jean de l'Organisation internationale de la francophonie, les secrétaires généraux, qui vont nous ouvrir aussi les volets et des perspectives peut-être sur cette convention devenue vraiment un instrument international. Je m'en voudrais de ne pas souligner que ce que vous avez vu devant vous aujourd'hui peut être un moment qui ne se répétera pas. C'est peut-être un moment d'anthologie. Heureusement, on l'a documenté. Et je peux vous assurer que ce consensus qui est typiquement canadien, il continue à se construire à travers le travail de la coalition, à travers le travail des fonctionnaires, à travers le travail des délégués qui sont du Québec et du Canada à l'UNESCO. Il y a toujours un modus operandi qui est celui de la recherche du consensus. Dans des circonstances qui ont changé, dans des moyens qui ont changé, dans une convention qui est devenue un instrument vivant. Les auteurs de livres savent que le livre devient une œuvre plus grande que ce qu'ils avaient imaginé, comme un film devient plus grand que ce qui avait été prévu. La Convention, aujourd'hui, elle représente toutes ces possibilités, toutes ces potentialités, bien au-delà de ce qui avait été imaginé par les pères et les mères fondateurs. Et c'est un petit peu aussi l'invitation que je nous fais d'ouvrir les volets, de continuer à faire preuve de leadership. Les gens nous regardent, les gens se disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec ce Canada et ce Québec? » Donc, on doit continuer et on le fait, mais je nous invite à rester donc ouverts à cette ouverture inévitable et essentielle pour que la Convention vive bien au-delà du témoignage éloquent que nous avons eu aujourd'hui. Donc, Lynn Beauchamp, Yuma Fall, à vous la parole. Et on reste dans la salle pour une séance de photos et on se fait plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Je commence. Je vais dire bonjour et remercier Charles et son équipe et ses partenaires pour cette belle fête de la diversité. Je ne sais pas, hier, quand on disait les acteurs culturels levaient la main, le politique, l'universitaire, moi j'avais envie de lever la main 3 fois, donc ça veut dire à quel point c'est intéressant pour moi. Donc à tout point de vue, c'est intéressant parce que je suis, c'est vrai, dans la recherche, mais aussi directrice de la diversité et développement culturel à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, pour cette dernière casquette, je voudrais, au nom de Madame la Secrétaire Générale, Madame Michaël Jean, au nom de notre administrateur et au nom de l'OIF, remercier vraiment la Coalition pour la diversité culturelle parce que vous êtes en train d'entretenir ce flambeau à travers des veilles stratégiques, à travers des plaidoyers, à travers de la sensibilisation. Et ça, c'est important. Je vais remercier les aînés. Donc, Luce Baudouin, merci. On a beaucoup partagé l'année dernière, vous l'avez rappelé ici. Remercier aussi, vous rassurer en vous disant que ça va être bien entretenu. On va vous remercier parce que on construit à travers, on conduit à travers le rétroviseur et le rétroviseur que vous êtes là, donc on va toujours s'appuyer sur vous. Pour sa part, la francophonie, c'est cette belle chose qui fait maintenant 80 membres, État et gouvernement, donc avec une langue en partage et avec des valeurs au premier rang desquelles la diversité culturelle. Alors, la francophonie, après avoir joué un rôle déterminant dans l'adoption, la ratification de cette convention 2005 de l'UNESCO, nous sommes en train de jouer un rôle majeur dans sa mise en œuvre. Et je voudrais ici aussi rendre hommage à un grand homme, grand à tout point de vue, qui a joué un rôle extraordinaire dans cette convention, c'est le président Abdou Diouf. Alors, ce que la francophonie fait en ce moment, c'est à travers des programmes, prendre en compte les différents aspects. La culture en tant qu'expression, nous l'accompagnons donc en termes de créativité, d'accompagner la créativité, l'innovation, accompagner la promotion de cette créativité-là. Mais nous accompagnons également en amont ceux qui ont en charge de définir le contexte d'émergence de cette créativité, c'est-à-dire les États. Donc nous les accompagnons dans la définition de leur politique, leur stratégie.
Nous les accompagnons dans la compréhension des enjeux, dans la maîtrise des problématiques liées à la diversité culturelle. Mais nous accompagnons également l'espace de réception, cette population, ces acteurs qui vivent eux aussi cette diversité culturelle. En termes de ce que nous faisons, c'est nous accompagnons l'accès au contenu, nous accompagnons le dialogue des cultures pour, comme dirait Kizerbo, cher professeur, un échange culturel équitable. Alors, vous disiez tout à l'heure, les pays africains étaient en retard. Moi, je parle plutôt des pays du Sud francophones. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte, c'est parce que dans les pays du Sud, comme disait aussi cet auteur-là que je viens de citer, c'est des territoires, un état chronique de créativité. La créativité, elle est là. C'est ça qui fait qu'on a tendance à oublier qu'il faut la prendre en compte en tant que profit. Mais elle est considérée en tant que richesse, c'est-à-dire dans sa grande diversité, tout ce qu'elle peut apporter à l'être humain. Et nous continuons cet accompagnement des États. Et vous parliez d'espace de concertation. La francophonie, en dehors de ces différents programmes que je viens de citer, a mis en place en 2004, et ça c'était le président Diouf, un cadre d'échange et de rencontre. C'est le groupe de travail sur la diversité culturelle. C'est un lieu où les États, les pays nord comme sud se réunissent autour des grands enjeux liés à cette diversité culturelle. On débat du rôle du numérique, de sa prise en compte, de la promotion des expressions culturelles, on débat de la chaîne de valeur des filières des industries culturelles, entre autres. Donc ce cadre, il existe et il continue, on réfléchit là-dessus. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que la francophonie fait? Tout le monde fête ses 10 ans, les 10 ans de la Convention. Et nous allons organiser au mois de novembre, et tout le monde ici est convié à cette rencontre, un grand forum autour de la diversité culturelle, justement, à l'ère de ce numérique, qui est aussi bien opportunité que défi et enjeu. Donc, comment lire la diversité culturelle à travers ce moment actuel. Et en amont de ce forum, il y a une étude qui va être lancée. Il y avait une question tout à l'heure sur comment les pays du Sud ont vécu cette convention-là. Et il y aura une étude sur francophonie et diversité culturelle, et convention 2005. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à notre organisation, par ses partenaires, par ses États membres et aussi par cette population. Donc il y a une étude qui va être lancée et qui va être publiée en fin d'année. Ensuite, il y a un concours de créativité qui va être lancé et c'est le lieu aussi d'interroger les jeunes pour leur demander c'est quoi leur vision par rapport à cette diversité culturelle, mais aussi c'est quoi leurs attentes. Donc ce sera un concours de créativité et tout cela va être célébré à travers un forum qui se fera au mois de novembre. Voilà, je voulais 2 minutes, mais vu qu'il y avait beaucoup de choses sur la francophonie, je vais m'arrêter à ça. Je pense que j'en ai pris 4. Alors, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Peut-être au bénéfice de tous, je vais me présenter. Je suis Lynne Beauchamp. Je suis actuellement la représentante du gouvernement du Québec au sein de la délégation canadienne à l'UNESCO. Et à une certaine époque de ma vie, j'ai été ministre de la Culture entre 2003 et 2007. Et donc, vous comprenez que je partage beaucoup d'émotions dans le cadre de cette journée soulignant le 10e anniversaire de la Convention. On m'a invité à la conclure. Je veux juste vous dire que pour moi, c'était symbolique qu'on offre aussi la parole à la représentante de l'OIF. J'y reviendrai dans le cadre de mes remarques finales. Je pense que l'OIF demeure un acteur extrêmement important pour l'avenir, mais j'y reviendrai. Donc, en conclusion, premièrement, merci aux organisateurs, c'est sûr, et à toutes les personnes présentes. Ça témoigne de la vitalité du passé, mais surtout, je pense que ça témoigne aussi de la vitalité pour l'avenir, pour cette convention. En conclusion, vous me permettrez, moi, de vous proposer 3 points. Le premier, c'est ce que j'ai appelé des points de tension, et ça m'a frappé tantôt, Maître Bernier, que vous avez aussi utilisé cette expression au micro. Je l'avais écrit avant que vous le disiez, mais donc ça veut dire que c'est un partage de points de vue commun. Selon moi, il y a des points de tension actuellement. Il y en a 2 qui, selon moi, par point de tension, je veux dire que c'est des éléments où, à Paris, à l'UNESCO, il devrait y avoir des décisions de prise quant à ces points de tension. Ensuite, je vais juste vous lister rapidement quelques enjeux globaux à plus long terme, mais je pense qu'il faut cadrer cette convention dans certains enjeux globaux
économiques et politiques à plus long terme. Il y en aura 3 que je vais défiler rapidement. Puis finalement, je vais conclure sur l'enjeu du numérique. Les points de tension, selon moi, je suis revenue dans ce dossier il y a quelque temps, donc maintenant, j'ai été nommée l'automne dernier, mais vraiment en poste depuis le mois de janvier. Et quand j'ai commencé à reprendre contact avec les différents acteurs, moi, ce qui me frappe, et tout est toujours un petit peu trop caricaturé quand on fait ce genre de résumé, mais quand même, ce qui me frappe, c'est que je crois qu'il y a une décision à prendre sur vraiment quelle est la priorité de travail et ce sur quoi on doit vraiment mettre notre énergie. Et le point de tension que je vois, c'est qu'à mon arrivée, selon moi, lorsque, par exemple, j'ai rencontré Charles et Solange et tout ça, et je pense qu'on l'a vu durant ce symposium, je crois que du côté des coalitions à travers le monde, l'enjeu prioritaire, encore en ce moment, c'est les enjeux liés au commerce et aux négociations commerciales qui se déroulent un peu partout dans les accords de commerce bilatéraux et autres. Par ailleurs, pour les pays du Sud que je côtoie, moi, à Paris, à l'UNESCO, je vous dirais que selon moi, leur priorité de travail, c'est l'article sur le traitement préférentiel. Et ils considèrent qu'il y a un engagement moral non respecté d'avoir fait cette convention avec une convention à contribution non obligatoire. Pour eux, en bon latin, le deal, c'était que les pays du Nord n'allaient pas juste contribuer dans le fond, allaient aussi avoir vraiment des actions en termes de traitement préférentiel pour leurs artistes. Et je pense que ça, les pays du Sud ont le doux reproche à Paris de dire que les pays du Nord n'ont pas livré la marchandise sur ça. Et par ailleurs, pour certains pays du Nord ou États du Nord, dont la France, le Canada, le Québec, la priorité, c'est de bien se préparer et de bien lire la Convention dans le nouvel environnement numérique où les biens et services sont dématérialisés. Et donc, je vous dirais que, dans le fond, ce que je vous offre en conclusion, c'est ma lecture à partir de Paris, mais on est de peu devant le fait qu'il y a donc des priorités un peu différentes selon qui s'intéresse à la Convention. Ce qui s'est passé en décembre dernier, là, juste un commentaire avec mon chapeau un peu de la représentante du Québec, ma lecture, c'est que la France, le Canada, avec l'appui du Québec, nous avions fait une proposition de travail sur le numérique parce qu'on considérait que c'était une proposition de travail de documenter, d'avoir des données sur la question à partir de questionnaires et tout ça. Et ça nous a pris un peu par surprise de voir que finalement, certains États, et pour ne pas les nommer, c'est sous le leadership de Sainte-Lucie et du Royaume-Uni, 2 ambassadeurs très forts en ce moment, historiquement et encore en ce moment à l'UNESCO, qu'est arrivée finalement une proposition plutôt d'aller tout de suite vers une directive opérationnelle sur le numérique. C'est une proposition qui sera discutée lors de la conférence des parties dans quelques jours à peine. Et je pense qu'on doit se poser la question, est-ce que cette proposition très rapide, quelques jours à peine avant, ça ne s'enlignait pas comme ça du tout. Donc, est-ce que nous sommes devant une proposition de travail pour en venir à avoir une directive opérationnelle sur le numérique, je dirais un peu édulcorée? Vous savez, pour dire, bon, ben c'est fait, puis passons maintenant à nos vrais enjeux qui sont le traitement préférentiel et le commerce. Aussi, on va arriver avec quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, puis qui va faire qui pourra vraiment être vu comme étant une pierre supplémentaire à cette assise qu'on tente de donner à la Convention. Mais j'ai envie de dire donc si on s'intéresse au numérique, il faudra le faire pour vrai et avec le bon plan de travail. Mais ce point de tension, je dirais, il doit être nommé, puis on doit en tenir compte. Un deuxième point de tension, selon moi, c'est la question de la... je vais tout de suite nommer ma conclusion, mais moi, j'appelle ça la question du transfert de connaissances. Mais ce que je veux dire par là, c'est la vraie place que doivent prendre les gens qui étaient présents ici, mais la vraie place que doit prendre autour de cette convention la société civile. Monsieur Charbonneau a proposé durant le symposium d'en venir même à avoir des activités de mobilisation des citoyens ordinaires et tout ça. Mais donc, cette question de la société civile versus les experts, je pense aux commentaires de Nathalie Théberge sur
Ouais, mais il manque les experts, des fois, quand on jase de ça à Paris, puis les chercheurs et les juristes et le politique, dont on a vu l'importance il y a quelque temps. Puis il ne faut pas oublier qu'à la fin, cette convention est dans les mains d'États partis. Et moi, je crois que plus on avance, plus les enjeux, bien sûr, hein, après avoir installé la convention avec ces différents outils dont elle a besoin, tout d'un coup, on commence à aborder des vrais enjeux complexes. Pour ceux qui suivent la Convention, j'ai envie de dire, on va arrêter de prendre 5 heures pour jaser de comment on utilise l'emblème de la Convention, et on en arrive à des sujets pas mal plus costauds. Et moi, franchement, je m'interroge, et je vous dirais que c'est comme un souci, c'est comme un point d'inquiétude sur comment on va faire pour que des enjeux complexes, reprenons l'exemple du numérique, grande complexité, comment on va faire pour que les experts soient capables de transmettre des connaissances vers à la fois la société civile et vers des diplomates et des politiques qui, à la fin, quand même, ont à prendre des décisions. Quand je parle de ça, c'est l'importance d'avoir les bonnes données. Je vais répéter ce qui a été souvent dit durant ce week-end, mais l'importance d'avoir des bonnes données, mais après ça, comment on fait ce transfert de connaissances? Et je m'interroge, et je veux juste aussi vous donner mon éclairage à partir de Paris. En ce moment, selon moi, le secrétariat qui fait un très bon travail, c'est pas un commentaire désobligeant envers le secrétariat, mais le secrétariat actuellement ne fait pas le choix de se donner comment je dirais ça, il utilise des experts en contribution pour les bonnes pratiques, l'échange de bonnes pratiques et tout ça, mais vraiment dire qu'on choisirait, par exemple, de mettre en place des comités d'experts, c'est pas tout à fait le mode de travail en ce moment du secrétariat. En fait, je pourrais même dire que ce n'est pas un mode de travail choisi par le secrétariat, consciemment. Et ça amène quand même tout l'enjeu de comment on va faire pour avancer dans des enjeux complexes comme le numérique et quelle place on va faire aux experts. C'était mes 2 points sur les points de tension que je pense qu'il faut apporter des réponses plus vite que trop lentement à ces enjeux-là. Je vais vous amener d'autres grandes perspectives qui, ce n'est pas un reproche, mais selon moi, avec ma perspective d'être à Paris de façon permanente, d'avoir cette chance-là, des perspectives qui n'ont peut-être pas été assez nommées à mon goût durant ce symposium. Une première grande perspective, c'est la place grandissante que prennent des pays de la Scandinavie, et on doit le nommer, par exemple, la Suède, qui est un partenaire important du secrétariat. Vous vous rappelez, Mme Clich nous a dit que la Suède vient de faire une contribution de 2,5 millions de dollars. Cet engagement des pays scandinaves envers la Convention s'accompagne avec un plan de travail qui prend de plus en plus de place, que je ne vais pas commenter, c'est juste qu'il faut qu'on en prenne compte aussi. C'est un plan de travail où la Convention est un peu plus inscrite dans la dynamique politique reliée aux grandes questions de liberté d'expression et du statut de l'artiste. Chose qu'on n'a pas nommée en 3 jours. Et pourtant, les questionnaires de la Convention s'intéressent à la question du statut de l'artiste. Plus que ça, dans le prochain Global Monitoring Report déposé en décembre, il y aura un chapitre complet sur le statut de l'artiste. Moi, là, personnellement, je suis pas contre ça, je suis pour ça. Je dis juste que faut juste qu'on en tienne compte, que c'est peut-être une forme de locomotive qui tire la Convention vers un enjeu plus, en tout cas, que ce qui a été nommé ici, selon moi, jusqu'à maintenant. Un autre enjeu dont je veux vous parler, qui me semble important, puis qui a été, selon moi, vraiment très, très bien illustré au cours des 3 jours, mais c'est le rôle grandissant des villes, des régions, dans le développement de politiques culturelles. Et je pense qu'il faut réaliser ça. Ça aussi, c'est tant mieux. Moi, je suis bien contente quand la culture, c'est l'affaire de tout le monde et de tous les pouvoirs publics. Mais il faut aussi faire cette lecture-là par rapport à la démographie mondiale et ce qui s'en vient devant nous sur les 50 prochaines années au niveau du monde. Au niveau de la démographie mondiale, tout le monde le dit, il y aura un déplacement encore plus important et plus accentué vers les villes du monde entier. Et les villes, donc, je dis les villes ou les villes-régions, là, sont des acteurs de plus en plus importants dans l'établissement de politiques culturelles. À un point tel que parfois, moi, comme Québécoise, je me dis, il faut réaliser cela et bien être conscient qu'il y a une identité autour des villes qui se construit maintenant. Et je pose juste la question, pour moi c'est un enjeu à plus long terme, mais je pose juste la question sur, à l'avenir, qui va
exercer le vrai leadership en termes de développement de politique culturelle publique. Et je pense que quand on en arrive à voir le rôle des villes ou de régions, ensuite d'États fédérés comme le Québec, puis ensuite des pays qui ratifient la Convention, on s'aperçoit qu'il y a un très grand partage des responsabilités dans le développement des politiques publiques et que ce sera toujours plus complexe pour la Convention d'en tenir compte. Troisième point sur une perspective un peu plus à long terme, mais on l'a vu dans les discussions qui ont eu cours avec les ex, c'était l'importance dans le passé, puis c'est toujours vrai, de l'interministériel au niveau des pays, comme jusqu'à quel point c'est important de rejoindre le chef d'État, le ministre du Développement économique, puis bien sûr le ou la ministre de la Culture. J'ai envie que ce travail aidez-moi à trouver le bon mot, là, on dit pas juste de collaboration, mais vraiment que les pouvoirs soient partagés au niveau interministériel. Je pense qu'il y a l'enjeu que ça se reflète encore beaucoup mieux au sein même de l'UNESCO à Paris, avec le fait que cette convention et son secrétariat doivent établir des collaborations interdirection à l'UNESCO beaucoup plus étroites et beaucoup plus poussées. En fait, pour appeler un chat, en décembre, il y a eu une discussion sur l'enjeu du numérique, quand les États-Unis ont pris la parole, par exemple, ce qu'ils ont nommé, c'était leur préoccupation à ce que les travaux du secrétariat de la Convention 2005 ne viennent pas trop nuire à tout le travail diplomatique qui est fait sous le secteur communication et information autour de l'enjeu de l'Internet qui se passe là aussi. Lorsqu'on entend ça, puis qu'on se fait dire « Ah non, pas de questionnaire là, sur le numérique parce que ça va peut-être venir brouiller les cartes dans l'autre discussion qui a lieu », la seule réponse à ça, c'est « Il faut donc que tout le monde, que ces directions-là se parlent et travaillent encore plus de façon étroite. » Puis honnêtement, c'est un doux reproche qu'on peut faire à l'UNESCO, n'est-ce pas, Mme Steynou? Que c'est difficile. Franchement, pour les différentes directions à l'UNESCO, c'est encore très difficile de travailler ensemble. Or, ça va devenir plus que jamais une obligation. Et je veux juste aussi finir en disant, cet enjeu-là est aussi vrai, je pense, moi, avec la collaboration qui devra exister entre les organisations internationales. La Convention y fait référence, mais juste l'enjeu du numérique nous montre bien qu'il va falloir parler à l'OMPI, il va falloir parler à l'OMC, et je trouve ça vraiment important. Peut-être pour moi, c'est peut-être même ma phrase principale de ma conclusion. Je crois qu'il faut leur parler, il ne faut pas avoir peur de leur parler. On leur parle, là, mais vous savez ce que je veux dire, établir un plan de travail même avec eux, parce que pour moi, c'est important que la Convention existe aux yeux de ces autres organes internationaux. Et je pense que le péril de la Convention, c'est qu'elle en vienne à ne plus exister aux yeux de ces acteurs-là. Donc, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle s'impose. Et il faut qu'on établisse ces collaborations-là avec les autres grands acteurs, les grands organes internationaux. Peut-être aussi juste vous dire que dans tout ça, moi, je ne vais pas avoir de l'air sévère face à symposium, c'est pas ça mon propos. J'ai essayé de soulever des enjeux qui n'ont pas été, à mon goût, à moi, assez nommés. Mais ici, c'est normal, mais on a beaucoup parlé de la Convention à partir de son histoire et donc le poids compris des pays du Nord, après ça avec des pays du Sud à travers la francophonie qui a joué un rôle extraordinaire. Mais on doit se redire ensemble que l'économie mondiale est en pleine transformation et qu'il faudra bien s'intéresser à ce que pense un peu plus l'Asie, la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est, qui, on l'a dit au tout départ, je pense que Maître Bernier, vous l'avez mentionné, qui font encore partie de la zone géographique qui n'est peut-être pas encore assez mobilisée autour de cette convention. Je termine avec l'enjeu du numérique. À Paris, l'enjeu du numérique, il est vu comme un enjeu des pays du Nord. Peut-être même, je vais exagérer, OK? Je vous avertis, j'exagère, mais peut-être même qu'au moment où on se parle, il est vu comme l'enjeu de la France, avec après ça, appuyé par le Canada et le Québec. Mais la France prend beaucoup de place sur cet enjeu. On peut s'en réjouir, mais il faut vraiment qu'on soit complètement là. Et moi, ça a été dit souvent durant ce symposium, mais il faut insister et documenter jusqu'à quel point l'enjeu du numérique concerne au premier rang et dès maintenant. C'est pas dans l'avenir, ça concernera les pays du Sud. Ils sont en plein dedans, le numérique.
Et permettez-moi un parallèle, toute l'utilisation des ordinateurs, des mobiles et tout ça, juste dans le milieu de l'éducation dans les pays du Sud, ils sont presque en avance sur nous dans l'utilisation des tablettes et tout ça en termes pédagogiques. Donc, ils ne sont pas si en retard que ça, ils sont en plein dedans. Et je pense que ça, il faudra vraiment plus le documenter et vraiment réussir à mieux rejoindre les pays du Sud. Vous savez aussi que par rapport au numérique, ben, il y a un enjeu bien terre-à-terre et bien concret, c'est que c'est un enjeu générationnel. Je suis en train de vous dire que les diplomates qui sont à l'UNESCO, bien, ne sont pas de la génération du numérique. C'est qu'on a aussi du travail à faire, et je fais partie du lot, là. On a aussi du travail à faire pour réussir à bien faire comprendre cet enjeu-là. Dans l'enjeu du numérique, on a mentionné le bouleversement de la chaîne de valeur, le bouleversement de comment étaient distribuées les valeurs créées par la culture sur le numérique. Je pense que c'est tout à fait vrai et qu'on patauge à essayer de bien trouver des modèles sur cette chaîne de valeur. Je voulais juste inscrire cette réalité devant une autre réalité internationale qui, je pense qu'il faut nommer. On a fait parfois référence par exemple, à des notions de taxation sur les fournisseurs, chez les fournisseurs de services et tout ça. Il faut faire quand même nommer le fait que même un pays comme la France, qui se veut, ce pays-là, très volontaire dans le fait d'encadrer par un système fiscal des politiques culturelles, se bute à certaines réalités qui sont le fait que, là encore, pour nommer un chat, prenons par exemple l'exemple de Netflix, c'est basé au Luxembourg, ce qui empêche la France d'aller rejoindre. Je me suis trompée, Nathalie? Ah, ils ont changé depuis. Ah, ils sont en train. En fait, ce qui est intéressant dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est le fait que je pense juste qu'il faut qu'on en tienne compte, c'est que d'un point de vue international, il y a de plus en plus de monde pour qui ce bouleversement de la chaîne de valeur, c'est aussi vrai, puis c'est aussi une réalité d'un point de vue fiscal entre les États. Et donc, vous avez par exemple l'OCDE, puis moi je pense que ce serait vraiment bien de se faire aussi un parallèle avec les travaux de l'OCDE. L'OCDE parle avec beaucoup de courage de l'inégalité fiscale entre les pays. Et prenons par exemple aussi l'exemple de la Grande-Bretagne qui a intenté une poursuite contre Google aussi pour évasion fiscale. Je veux juste vous dire donc que toute cette discussion sur le bouleversement de la chaîne de valeur s'inscrit aussi dans un contexte mondial où beaucoup croient que d'un point de vue mondial, il devrait y avoir un nouvel ordre, je vais dire ça comme ça, un nouvel ordre fiscal qui va devoir régner avec de meilleures ententes entre les pays de ce point de vue-là. Vous comprenez que c'est très complexe, mais donc donnons-nous une chance. C'est très complexe et c'est dans ce cadre-là qu'il faudra aussi voir nos travaux. Mon dernier point, c'est sur la notion de est-ce que dans le numérique, on est face à un rouleau compresseur ou pas? Je crois que cette discussion-là, elle est extrêmement importante et très, très, très pertinente. Il y a eu une réponse donnée durant le symposium qui a été de dire peut-être pas, parce que peut-être qu'il y a une plus grande diversité qui existe grâce au numérique. Il y a eu vos travaux sur le cinéma et tout ça. Et pourtant, on a comme l'espèce d'intuition personnelle qu'on est quand même devant un rouleau compresseur. Je vais juste mettre en lumière, puis je vais terminer rapidement là-dessus, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais juste mettre en lumière quelque chose qui, pour moi, est extrêmement révélateur. J'ai été étonnée de ne pas l'entendre durant nos travaux, mais c'est quand même le fait que l'Union européenne vient d'intenter une poursuite contre Google. Pourquoi? Parce qu'elle dit que Google, dans ses moteurs de recherche, aurait privilégié ses propres produits ou ses propres clients, je vais dire ça comme ça. Pour moi, là, c'est très personnel, là, mais pour moi, ça, c'est le vrai exemple d'une dérive possible du numérique. Ça, pour moi, ça serait un exemple, si ça s'avère vrai, que je suis devant un bad guy qui utilise sa puissance pour se privilégier lui-même. Et quand je mets ça à l'échelle de qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à la diversité des cultures que je retrouverais sur le web, bien là, on voit c'est quoi la menace devant nous si vraiment ces grands joueurs-là utilisent la force de leur moteur de recherche pour privilégier l'expression, par exemple, de certaines cultures. Pour moi, ça, c'est un vrai danger.
Et je pense que, comme Solange, tu l'as souvent mentionné, mais donc, dans nos discussions, je suis tout à fait d'accord avec Monique Simard quand elle dit aussi, on doit s'intéresser, pas juste vraiment à l'angle de la création, mais on doit vraiment s'intéresser à ce que Monique a appelé l'exploitation, que moi j'aime encore appeler la diffusion, comment on retrouve l'existence de nos produits et services culturels sur le web. Et il faut qu'on réalise ensemble que les modes de consommation ont changé. Donc, je suis plus seulement devant le fait que je me mets devant l'ordi où j'utilise mon moyen puis que je me mets à la recherche de quelque chose. On me propose quelque chose à partir d'algorithmes. Et c'est tout le phénomène du big data avec toute la collection de données qu'on a. Donc, toute cette question-là nous amène vraiment là. Ça, pour moi, c'est le vrai enjeu de dire comment je retrouve la diversité culturelle, comment on me l'offre dans ce contexte où on m'offre des produits à partir de mes caractéristiques propres. Mon vrai mot de conclusion, c'est dans ce grand contexte-là, pour moi, et la vraie clé, quand je regarde tout ça, comment des États peuvent bâtir leur politique culturelle en tenant compte de tout ça, je suis devant de très gros joueurs. Et pour moi, la vraie clé, ça demeure la coopération internationale. Et c'est pour ça que je faisais référence à l'OIF et à l'histoire au niveau de la francophonie, puis ça peut être vrai auprès de d'autres groupes internationaux. Prenons un pas de recul, et là j'emprunte vraiment l'exemple à Jean-Louis Roy, que j'ai eu la chance d'accueillir à l'UNESCO, qui a pu parler devant une cinquantaine d'ambassadeurs il y a quelques semaines à peine, qui vient de signer un livre sur la diversité culturelle du monde et une nouvelle cartographie culturelle du monde. Il aime bien donner l'exemple, je le trouve très pertinent, l'exemple de l'arrivée de TV5. Dans un autre contexte, donc il y a maintenant deux décennies, il y avait tout le propos sur l'arrivée de CNN et le fait que le ciel nous parlait à partir d'un point de vue seulement américain et en anglais. Et il y avait cette grande crainte-là. Et la réponse a été une réponse, finalement, où il existe une diversité des points de vue télévisuel et de l'information, mais la présence de certains points de vue, et notamment du point de vue francophone, n'a été possible que parce qu'on a réussi à créer TV5. Je fais le parallèle, donc, en vous disant, par rapport, moi, à l'enjeu de la présence, la diversité des cultures, notamment dans cet univers-là, par rapport au numérique, comment on va faire pour relever les enjeux de l'exploitation puis de la diffusion de la diversité culturelle. Je pense vraiment qu'on est devant la même situation et que la réponse va venir de la coopération internationale pour s'assurer de jaser avec les grands de ce monde, d'aller leur parler, mais aussi de s'assurer qu'on aura les moyens d'intervenir pour assurer la diversité culturelle sur le web. J'ai fini. Mais peut-être que j'ai dit que j'ai fini, mais je veux juste vous dire en terminant, ça a été dit, puis je veux juste le répéter, jusqu'à quel point au sein de la délégation canadienne, le Québec et les autorités fédérales, jusqu'à quel point on travaille de façon étroite. On a été présents tout le long de ce symposium qui était nécessaire. Je veux vraiment remercier encore une fois la coalition et la société civile et les experts qui ont participé. C'était une excellente mise à jour, mais je veux juste terminer en vous réitérant notre engagement à porter vos différents messages auprès de l'UNESCO. Merci. Merci, Lynn. La bonne nouvelle, c'est que les rapporteurs sont en vacances. On vient d'avoir un rapport qui est, à mon avis, excellent. C'est une synthèse formidable et en même temps des volets ouverts sur cet avenir dont je parlais plus tôt. Moi, je veux simplement souligner que Lynn, Hélène Ayotte, Yuma Fall, Nathalie Théberge, Véronique Guévremont, Diane Saint-Pierre, les femmes mènent le monde et c'est une bonne nouvelle. On est bien servis. Il y a beaucoup d'avenir pour la Convention grâce à vous. Et maintenant, le mot d'applaudissement pour nos bénévoles, nos traducteurs, nos caméramans, les organisateurs. Et surtout, pour vous tous qui avez accepté cette invitation de venir. Il fallait avoir les bonnes personnes en avant, mais les bonnes personnes dans la salle pour qu'on ait
un événement qui a été très fort. Moi, je l'ai senti comme ça. Je pense que vous l'avez senti comme ça aussi. C'était une mise à jour nécessaire et ça nous réengage pour l'avenir de façon absolument formidable. Alors, merci d'être venus. Merci à tous. On prend le vin de l'amitié. Il y a un autobus qui nous attend en bas. Je me tais. Silence radio. Ciao!